Les médias, mais il y a quand même des difficultés. C'est les mêmes difficultés qu'on rencontre pour assurer l'égalité hommes-femmes. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a que 23%, comme pourcentage existant officiellement aux Nations Unies dans le domaine de la parité hommes-femmes, et qu'on dise qu'en 2030, on voudra atteindre 50-50, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut le découvrir et il faut en tenir compte. Donc merci Olivier Sankara. Maintenant, je pense que dans la salle, s'il y a une personne que je vois, c'est le directeur fondateur de télévision, Jordan Sikri TV. Il avait un empêchement ce matin parce qu'il nous soutient toujours depuis les Nations Unies. Il vient, il nous fait de belles images pour aussi sensibiliser les gens à ce que la journée internationale des ONG soit connue. Donc, M. Moïse Balogok, de son nom, vient d'arriver maintenant pour essayer de nous immortaliser quelques belles images de ce qu'on a discuté. Et on va discuter d'ici jusqu'à 17h30. Donc, Moïse Balogo, merci beaucoup d'être venu. Et comme nous avons adopté, chaque personne qui est dans la salle vient présenter un peu aux autres ce qu'il fait. Donc, avant de prendre la caméra, commencer à filmer, tu nous ferais l'honneur et le plaisir de venir te présenter un peu devant les gens avant de commencer le travail que vous. Alors, je suis M. Balogok Nkunda Jordan de l'entreprise Balogok Nkunda Media. Je viens du Cameroun et je suis installé en Suisse depuis plus d'une décennie. Je suis actif sur les réseaux sociaux à travers mon canal YouTube qui s'appelle Jordan Secret TV. Je suis en train de créer, j'ai déjà créé un nouveau canal qu'on appelle Canal Suisse Color, parce qu'avec Jordan Secret TV, j'ai essayé de faire le lien entre les populations migrantes et les autochtones, c'est-à-dire les autorités suisses. Et à un moment donné, vu que je suis communicateur de ma commune à Écublanc, je me suis dit, vu que je couvrais les événements officiels de la commune, et quand ça passait sur YouTube, sur le nom de Jordan Secret, ça me dérangeait un peu et je ne voulais pas que ça dérange aussi les personnalités politiques, publiques. Parce que Jordan Secret, c'était au début comme ça, un petit truc de passion. Donc pour ça, j'ai donc imaginé un nom qui va un peu rassembler tout le monde et qui ne va salir l'image de personne. J'ai donc pensé à Canal Suisse Color. Pourquoi? Parce que c'est plus nous. Le contenu de cette chaîne est plus un contenu qui concerne les populations migrantes subsahariennes. Donc, comme on nous appelle ici les gens de couleur, j'ai donc mis Canal Suisse Color. Et j'espère que tout le monde se retrouve dans cette chaîne. Donc, c'est avec ce contenu que j'aimerais donc travailler. Car je me dis que après déjà près de 30-40 ans ici, la population migrante devient assez importante et c'est pas normal qu'on n'ait pas une chaîne de télévision des migrants, des populations subsahariennes. C'est pas normal que chaque soir, des événements comme l'événement que vous voyez aujourd'hui, on ne peut pas aller s'asseoir et puis regarder ce qui s'est passé à Genève à la télé pour ceux qui ne peuvent pas être là, pour ceux qui travaillent. On a des enfants, on a des adolescents, on a des adultes, on a déjà des seniors ici. Donc nous méritons aussi d'avoir une chaîne de télé, c'est-à-dire que nous rentrons le soir à la maison et nous pouvons regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous, parce que la TSR ne peut pas faire ce travail. Ils sont déjà débordés par le leur. C'est à nous. Et je pense toujours, comme on dit toujours que les gens racontent notre histoire
Ils disent n'importe quoi sur nous, c'est pas vrai. Je dis, mais c'est à nous de raconter notre histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une caméra à la maison, je me lève, je commence à marcher partout pour raconter exactement ce que nous aussi on fait. Qu'on ne va pas toujours se plaindre. Non, qu'est-ce qu'ils ont raconté? On était 2000, pourquoi ils disent qu'on était 400? On était... il y avait plein de monde à Genève, pourquoi ils disent qu'il n'y avait personne? Donc, c'est mon combat. Et j'espère que vous allez me soutenir. Ne serait-ce qu'en participant. C'est un peu difficile pour le moment parce que j'ai déménagé, j'ai gardé mon studio pour avoir un espace où on peut travailler, on peut réfléchir, on peut se voir sans se dire on est obligé de payer un café. Parce que j'ai fait beaucoup des émissions dans les hôtels. Parfois, on me chassait dans les hôtels. Non, on ne veut pas de caméra ici. Donc, j'ai un local pour ça, où vous avez un message à passer. Vous arrivez en Suisse, vous avez un message à passer. On peut s'asseoir, on peut faire des interviews, des entretiens. On peut même faire des débats, des confrontations avec les autorités aussi. Parce que c'est ça, mon challenge, c'est d'amener les autorités dans mon canal. Je ne veux pas que ça reste un canal où c'est seulement nous qui parlons. Non, je veux que les autorités suisses et nous, on puisse se confronter. Et vous savez, le média, c'est le 4e pouvoir. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc, c'est un avantage et en même temps, il y a aussi des adversaires. Il y a des gens qui n'aimeraient pas que ça existe. Parce qu'une fois qu'on va commencer à parler de certaines choses qui dérangent, il faudra que vous soyez derrière moi. Parce que quand on va dire qu'il y a du racisme, nos enfants, par exemple, ils vivent du racisme à l'école. Moi, j'ai mon fils, il me dit, je dis, pourquoi tu réponds, tu ne participes pas aux réponses? Il me dit, quand je lève la main, la maîtresse, elle me choisit jamais. Et je pense que vos enfants le vivent aussi. Donc, nos enfants vivent des situations, il faut qu'on en parle. Mais où on va aller parler? Par la TSL, oubliez. Mais si on commence à parler avec la mondialisation Internet, je pense que ça va faire bouger les choses. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes des femmes à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses. Donc, voilà ce que j'ai à faire, c'est mon combat. Et je vous remercie donc de m'avoir écouté. Et j'espère que vous allez... On va se retrouver dans 10 ans avec une grande chaîne. Merci Moïse Balokok, directeur de Secret, Jordan Secret TV et de Suisse, Canal Suisse Color, qui nous a vraiment fait la part des choses. Parce que on dit que la diaspora doit être solidaire et la diaspora, nous devons parler la main dans la main. Le frère du Maroc, journaliste, a parlé, a soulevé des problèmes, des obstacles. Jordan Secret et Suisse Color vient de dire en tant que journaliste, les problèmes, les combats sont là. Donc l'information et la communication sont vraiment des problèmes d'actualité. Et lorsqu'on parlait de nouvelles technologies de communication et de l'information, c'est parce qu'avec l'usage des réseaux sociaux, aujourd'hui chacun peut parler librement et peut aussi prendre certains risques de sa parole. Donc un engagement fortuit, mais on fait la promotion de la liberté d'expression, comme la promotion de la liberté d'association. Ce sont des droits. Donc les Nations Unies, c'est un organe mondial qui promet fait la promotion de respect des droits de l'homme. Il n'y a pas de couleur de peau là-bas, il n'y a pas de religion. C'est la liberté qu'on poursuit. Parce que dans la charte des Nations Unies, nous sommes tous nés égaux et il n'y a pas de problème. Donc vraiment, Moïse, vous avez bien soulevé ce problème. Et nous espérons que d'ici 10 ans, comme vous avez dit, que nous ayons une chaîne diaspora où on puisse encore parler un peu plus. Merci beaucoup. Le docteur Batou, qui nous vient de Paris, est actuellement invité sur la table
pour nous présenter un peu sa vision et la vision de VIM internationale sur la parité hommes et femmes. Donc, docteur Batou Lomba, je vous invite à prendre la parole. Merci. De la Journée internationale des ONG. Je représente la Vision mondiale de la santé, qui est une organisation internationale basée à Paris et qui travaille sur plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et de l'Amérique. Si nous devons parler de la santé, parce que c'est parmi l'une des priorités des Nations Unies dans ces objectifs de millénaire ou pour atteindre jusqu'à 2030 que nous sommes obligés de parler de la santé. Si on n'était pas en bonne santé, je pense qu'on ne sera pas présent aujourd'hui. Vous allez peut-être partager les mêmes avis que moi. Il y a beaucoup parmi nous qui seraient ici, par exemple un de mes collègues qui allait intervenir parce que c'est la journée, on parle de femmes. Nous avons choisi une femme, un médecin qui habite Bruxelles, mais elle a eu un petit contretemps de santé par rapport à son angine, qu'elle ne pouvait pas venir. Voilà déjà l'handicap que la parole de la femme dans ces domaines, nous ne l'avons pas suivie parce qu'elle est empêchée. Je pense que la Vision mondiale de la santé, quand elle a eu l'idée de se regrouper, nous sommes dit, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'infirmiers, il y a beaucoup de physiciens, pourquoi ne pas faire quelque chose? C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés autour d'une table pour créer cette organisation. Autour de nous, comme l'a dit précédemment le président, nous avons 250 médecins volontaires qui travaillent en titre bénévole pour intervenir dans des pays, par exemple en Afrique, où très souvent le problème de la santé qui cause énormément vraiment de problèmes. Nous parlons aujourd'hui de la femme, parité. La femme, c'est une personne humaine qui aujourd'hui, si nous parlons de l'humanité, c'est grâce à la femme. Nous avons tous tété, c'est-à-dire on a pris du lait maternel. C'est ça la vraie croissance. Aujourd'hui, l'OMS recommande aux femmes de pouvoir donner aux enfants du lait maternel. Mais là où du lait maternel sort, il y a un problème de santé actuellement. Il y a un problème de santé. Plusieurs de nos mamans sont handicapées maintenant avec les cancers de sein. Quelle est la solution? L'ablation. On enlève le sein. Nous sommes dit, qu'est-ce qui se passe? Là, les taux, je vous dis, les taux, s'il faut voir les statistiques données par l'OMS, c'est vraiment, c'est affreux. C'est affreux. Tout de suite, là, il est parti. Je pense que l'ami est là. Non, il est parti. Je pense que c'est Patrice
Mais qu'est-ce qui fait ça? Oui. Nous avons d'abord acquis les tabacs. Nous avons acquis les tabacs, qui est à l'origine de plusieurs problèmes de cas de santé. C'est comme ça avec l'OMS, nous faisons partie de la convention cadre sur les tabacs. Le programme est là. Nous travaillons ici avec eux ensemble. La vision mondiale de la santé a proclamé le repas sans tabac. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup des hommes, après les repas, ça devient l'habitude, je prends une cigarette. Et on s'est dit, si on fait la campagne de dire le repas sans tabac, c'est-à-dire vous mangez et vous ne prenez pas le tabac, je pense qu'on peut créer l'habitude. Et c'est comme ça qu'on peut faire partir ou faire disparaître petit à petit cette habitude que nous avons créée de prendre le tabac qui est nuisible par rapport à notre santé. La femme n'est pas respectée. Pourquoi nous disons que la femme n'est pas respectée? Beaucoup de nous travaillons sur l'Afrique. Il y a la maternité de la honte. L'accouchement de la honte. C'est-à-dire, une femme qui va aller coucher dans la rue, où son intimité n'est pas respectée. Les gens viennent l'entourer, ils les regardent, c'est quoi? Ah non, il y a une femme qui est tentée d'accoucher là-bas. Nous vivons quel siècle? Nous devons respecter, quand nous disons nous, tous, la société civile, l'État, mettre des moyens nécessaires pour que ce genre de pratiques ne puisse plus répéter. Qu'est-ce qui fait ça? Peut-être manque de transport pour acheminer la personne à l'hôpital. Peut-être c'est la déserte sanitaire. Les gens font des kilomètres, partir de 10 à 15 kilomètres pour venir accoucher un peu plus loin. Et ça se produit maintenant en route. On fait quoi? L'enfant est obligé de naître. Et ces enfants, on les appelle les enfants de la honte. Parce que quand on dit, ah mais comment tu es? Mais non, moi c'était dans la rue. L'enfant est gêné. Donc, nous sommes en train de mener cette campagne auprès des autorités, auprès des organisations, pour que le problème de la santé puisse vraiment être une préoccupation de tout le monde. Nous, la vision mondiale de la santé, nous essayons par rapport à nos moyens de voir surtout des endroits les plus isolés, le coin du monde le plus isolé. Ces gens-là sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes pour ramener un peu le nécessaire pour que toute cette population de femmes puisse avoir droit à la santé. Nous parlons des problèmes de cancer de col de l'utérus, où les jeunes filles ne savent même pas qu'il y a un vaccin qui existe. Que ces vaccins, on les prend à l'âge de 15 ans, 16 ans, que nos mamans, nos jeunes filles doivent se faire vacciner. Beaucoup sont ignorants de cette information. Après, c'est là où nous, l'utérus, c'est là où nous restons. Nous venons de l'utérus. Aujourd'hui, l'utérus touche. Donc, nous profitons par rapport à cette importante journée
de faire passer le message qu'il existe un vaccin de cancer de col de l'utérus que les femmes, les jeunes filles sont soumises à être vaccinées. On a discuté avec Gavi. Avec Gavi ici, on a discuté ensemble. C'est vrai, ça coûte cher, c'est $100 en Afrique. Qui peut payer $100? Qui peut payer un vaccin à $100? Voilà la situation que nous, qui est notre préoccupation, que tous nous devons parler, nous devons mobiliser toutes les bouches pour que la parité femme, qu'il est vraiment, que la femme puisse mériter son respect, que la femme puisse avoir vraiment, puisse avoir accès aux soins comme le déclare l'ONU dans ses objectifs. Je pense qu'il y a un petit volet que les gens négligent, c'est la cuisine. La cuisine. Pourquoi la cuisine? Quand une femme prépare, vous sentez que c'est une femme qui a préparé. Aujourd'hui, l'homme s'insiste, pas trop salé. La nourriture salée, ça provoque beaucoup de problèmes cardiovasculaires actuellement. Nous, on se fait des cuisiniers. Mais quand on passe dans la cuisine, madame dit, je pense c'est bon. Et le monsieur qui vient, tu as préparé des aliments moins salés. Ça n'a pas de goût. Il y a une violence auprès des femmes. Beaucoup de femmes déclarent. Cette violence doit cesser. C'est ça la parité. Elle est dans la cuisine. Elle a appris. C'est un don que Dieu donne aux femmes. Il y a une dose qu'on met dans la nourriture. Il y a deux choses, le sel et le sucre, actuellement, qui causent préjudice dans la santé d'une façon générale. La graisse, n'en parlons pas. Ce sont des choses à éviter. Et nous sommes convenus que la vision mondiale puisse passer ces messages entre nous qui sommes ici dans la salle pour que nous puissions aussi les transmettre aux autres. Je suis très content d'être à côté de notre président où l'année dernière, par rapport à une importante journée qu'il ne pouvait pas être parce que la santé lui a empêché d'être là. Tous nous étions souciés. Et aujourd'hui, il est en bonne santé et nous le voyons. Et qui n'est pas content? Qui n'est pas content? Donc c'est pour dire que la santé c'est quelque chose de primordial. C'est la priorité des priorités. Que vous soyez président de la République, ministre, militaire, si vous n'êtes pas en bonne santé, il n'y aura pas une très bonne gouvernance, il n'y aura rien, il n'y aura pas aussi le développement que nous attendons, le développement durable. Voilà le petit message que j'avais à vous transmettre, mes chers frères. Oui. Juste une question, s'il vous plaît. Vous avez parlé des taux de cancer concernant la femme. Est-ce que l'Organisation mondiale de santé a donné un taux par rapport au cancer de sein dont vous avez parlé? Le taux, il est de combien, si vous le chiffrez? Est-ce qu'il y a un chiffre? Là, le document qui est entre le médecin et le docteur Josiane qui devrait parler aujourd'hui, c'est là où il y a toute la statistique. Mais je pense que si vous tapez sur Google, vous allez voir les taux. Vous allez voir les taux de cancer des seins et les taux de cancer de l'utérus. Merci. De rien. Bon.
Bon, je pense en conclusion, je dis l'essentiel. Nous courons derrière les temps. Oui. Merci. Non, micro, il y a... Merci, docteur. Allô. Ah, c'est peut-être fermé. Merci, docteur. Il y a un bouton, juste appuyer. Je vous ai... Allô, oui. Merci, docteur. Je vous ai écouté avec vraiment trop de maîtrise, mais le problème de vaccin, le vaccin de cancer de l'utérus, ça m'a beaucoup interpellé. Ouais. J'aimerais savoir de quoi il s'agit exactement. En fait, c'est pour protéger l'utérus. Donc, ce vaccin est uniquement pour protéger l'utérus. Et c'est un organe là où on conçoit les bébés. Oui, oui, parce que quand ces derniers temps, on parle trop de vaccins qui ne sont pas bons pour stériliser les femmes. Vous avez entendu parler de ça dans les médias. Oui, mais c'est juste ça. Voilà pourquoi je vous interpelle par rapport à ça. Vous savez qu'aujourd'hui, on est hostile par rapport aux vaccins. Parce qu'on nous interpelle en disant que ces vaccins qu'on amène à l'Afrique, c'est pour rendre les femmes stériles. Donc il faut bien les expliquer. Il faut une sensibilisation. Vous savez, madame, le problème de l'Afrique, tout ce qu'on amène en Afrique, je pense qu'on doit rentrer dans ces domaines. Les médicaments, par exemple. Si nous on ramène des médicaments dont l'expiration est dans 2, 3, 4 ans. Par rapport aux autres dons qu'on peut nous donner, qui restent que 6 mois ou 3 mois. Je pense que ce n'est pas tous les vaccins qui rentrent en Afrique. En Afrique, il y a toujours le ministère de la Santé. Le gouvernement est là pour protéger la population. Rien ne peut entrer si cela n'est pas autorisé. Si aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un médicament qui est entré, soit il y a un vaccin qui est entré, c'est qu'il y a une faille quelque part. Parce que partout, il y a des organismes de contrôle. Il y a des organismes de contrôle. Jamais un médicament peut entrer au Togo si le ministère de tutelle chargé de contrôle n'autorise pas. Jamais. Tout ce qui rentre dans nos pays, c'est contrôlé. Donc là, je pense nos gouvernements ont une part de responsabilité s'il arrivait qu'il y a des vaccins qui rentrent pour nuire encore la population. Merci, merci docteur. C'était pour l'égalité des femmes. Parce que les femmes aussi se demandent qu'est-ce qu'on veut faire dans leur organisme. Merci. Derrière. Ok, s'il vous plaît, monsieur le docteur. Et c'est concernant le prix du vaccin contre le cancer de l'utérus. Concernant le cas des pays sous-développés, quand je prends par exemple certains pays d'Afrique, par exemple chez moi au Togo, une soeur ou bien une cousine qui a peut-être 15 ans ou 16 ans, qui aimerait bien peut-être pouvoir avoir ce vaccin, mais compte tenu de notre situation, déjà la situation économique n'est pas tellement stable et on ne peut pas se procurer un vaccin de $100, c'est impossible. Est-ce que vous avez pensé à nos jeunes sœurs? Oui, nous on a pensé parce que nous avons un groupe de volontaires, de donateurs volontaires qui donnent des moyens pour que les vaccins soient gratuits à cette population démunie. Ok. Si par exemple un pays
J'aimerais bien que vous allez là-bas pour pouvoir faire le truc là. Comment peut-on faire pour pouvoir vous solliciter? Non, c'est juste de contacter le bureau régional d'Afrique qui est au Sénégal. Il y a aussi en RDC. Dans chaque partie, il y a toujours un bureau régional. Ou bien de nous contacter directement et nous, on donne l'ordre au bureau pour descendre sur le terrain avec les médecins de ces pays, parce que nous travaillons avec les médecins locaux qui font partie, qui sont membres de la Vision mondiale de la santé. Ok, merci. Il y a une... Merci. J'aimerais vous remercier pour l'intervention émouvante. Vous semblez dire que comme cause de l'ablation du sein, c'est le tabac. Le tabac qui est responsable du cancer du sein, qui entraîne l'ablation du sein. Là, par rapport au vaccin, est-ce que vous n'avez pas ciblé peut-être l'habitude qui amène les gens, ou soit qui induit cette maladie du col de l'utérus, et pour aider un peu la population, comme vous semblez dire que vous avez un programme pour amener les gens à s'éloigner de l'habitude de prendre le tabac, et c'est un peu la sensibilisation. Est-ce que vous n'avez pas pu cibler l'habitude qui amène ces jeunes filles-là, je sais pas, qui entraîne cette maladie, pour passer à la sensibilisation, à ce que, je sais pas. Oui, madame, je vous ai compris. Ouais. Actuellement, le problème de la consommation de tabac au milieu de la jeunesse, c'est d'abord, selon les études et les enquêtes menées, c'est par rapport à l'estress. La réponse qu'ils donnent, nous sommes stressés, beaucoup de choses, la vie ça ne va pas, mais quand on prend la cigarette, on est plus stressé. Bon, ici ça se comprend, c'est le froid, tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le froid, chacun a eu... Voilà. Mais nous, notre problème, c'est de dire, ce que vous consommez, ça nuit. Ça nuit à votre santé. Qui n'est pas stressé? Qui n'est pas stressé? Tous nous avons des problèmes. Mais comment vous allez prendre quelque chose parce que vous avez des stress, vous prenez un poison, vous consommez. Parce que c'est un poison. Lisez sur les emballages de tabac. Je suis un poison. Prenez les emballages, vous allez voir. Et une information qui est écrite en gras. Parce que c'est un combat. D'abord, c'était trop petit. Les gens ne faisaient pas attention. Maintenant, on a obligé aux industries tabagicoles de pouvoir écrire que ce que vous consommez est nuisible à la santé. Les gens le disent. Là, la première chose quand je suis entré, c'est pour voir est-ce qu'ils ont mis espace non fumé. Voilà, c'est là-bas. Espace non fumé. Je suis entré dans le restaurant, je vérifiais, est-ce que la résolution des Nations Unies, c'est respecté? Je vis c'est respecté parce que on ne peut pas fumer dans les restaurants. Dans les transports publics, c'est pareil. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Il ne faut pas avancer un argument là-dessus parce que je suis stressé, parce que non. Ça te tue et ça tue l'environnement. Parce que quand on largue la fumée,
fumeurs ou pas, nous avons des fumeurs passifs. Tous nous sommes concernés. C'est comme ça, on a de problèmes de cancer de gorge, de la dent, tout ça, et puis ça évolue comme ça. Mais pour le cancer, il y a beaucoup de raisons. Il y a le nucléaire qui est impliqué, il y a tout ce que nous mangeons qui n'est pas du tout 100% bio. Peut-être ce sont il y a beaucoup de raisons qui nous amènent maintenant à la destruction de notre temple précieux, le temple de Dieu qui est le corps. Oui, la question que vous faites par rapport à la sensibilisation de ces jeunes filles là-bas en Afrique, pour qu'elles n'attrapent pas cette maladie du col. Il y a des médecins qui passent dans des écoles pour passer les messages, expliquer d'une façon vraiment claire les effets nocifs de la cigarette. Les effets même nocifs de l'alcool. Ça, nous expliquons. Donc, nous passons dans des écoles, dans des centres, dans des lieux, des milieux de jeunes, pour essayer un peu de sensibiliser la population jeune, pour leur parler un peu de la dangerosité du tabac et de l'alcool. Ouais. Et maintenant, vous avez les messages, et vous aussi, vous allez relayer les messages aux autres. Je pense que beaucoup de femmes ont connu des violences par des hommes à cause de ça. C'est là où nous disons la parité de femmes, hommes-femmes. Il faut qu'on respecte les femmes. Nous devons les respecter. Nous devons les mettre dans le droit. Nous devons respecter les femmes. Ça, c'est notre détermination. Nous sommes déterminés et on ne va pas reculer. Parce que c'est la base même de l'homme. C'est la base même de l'humanité. Si aujourd'hui, vous voyez même dans des maisons, si une maman est malade, c'est toute la maison qui est malade. Vous allez trouver un désordre total dans la maison. Vous allez constater que non, la femme n'est pas là. Vous allez remarquer que la femme n'est pas là. Je vous remercie. Oui. Il y a encore des questions. Oui. Quelque chose. Il y a 2 ou 3 jours, là, je faisais les devoirs avec mes enfants. Et puis, les devoirs avec mes enfants, ils m'ont demandé de leur expliquer certaines choses, les accords. Elles m'ont dit, maman, il y a 2 femmes avec un homme. On doit accorder avec le masculin. J'ai dit, c'est normal. Ici, il y a 1000 femmes et un homme. J'ai dit, on accorde toujours avec le masculin. Ici, il y a un chien avec 1000 femmes. J'ai dit, avec le masculin. Maman, on n'a pas compris. C'est là où la femme aussi, on voyait toujours, depuis très longtemps, cette femme, elle n'est pas sa place. Je ne trouvais pas la réponse à mes enfants. Et c'est vrai, quand on réfléchit, 100 femmes ou 1000 femmes avec un chien, c'est même pas un homme. Et puis on accorde, les accords, c'est avec le masculin. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une réponse à nos enfants, de leur expliquer pourquoi? Merci. Madame Kendo, si vous voulez soulever un autre problème de santé Oui. par rapport à la femme. De maladies sexuellement transmissibles. peut être facteur de cancer. Oui. Oui. Merci, docteur. Oui. Et autre chose, pourquoi nous, on ne revient pas à la nourriture avant, on mange que le bio et on laisse les choses qui nous donnent le cancer. Oui. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui se vendent au supermarché, la limonade de couleurs, de manger, des conserves, des boîtes. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai pensé, les gens des usines, elles créent le cancer. Oui. Et nous, on l'achète, on le mange. Mais nous, on a déjà dans notre pays des choses qui est bio, qui est bien, qui guérit. Et voilà.
Vous savez, madame, aujourd'hui, la décision appartient à chacun de nous. La décision appartient à chacun de nous. Tout ce qui n'est pas bio, qui est vendu dans des supermarchés, vous allez trouver un prix un peu moins cher. Tout ce qui est bio, vous allez trouver c'est un peu cher. Alors, les gens, ils voient, bon, moi j'ai avec moi 10 francs. J'ai vu du melon, 3 melons à 4 francs. Par contre, les melons bio, c'est 5 € la pièce. On fait comment? Mais je parle de notre nourriture, il n'est pas cher. Chez nous, par exemple, le Maroc ou le Cameroun, oui, on a des choses qui ne sont pas chères. Oui. Il y a l'orge, par exemple, la farine blanche, c'est du poison. On a l'orge, on a le blé, on a beaucoup de choses chez nous. Mais oui, mais là, le problème, c'est nous qui vivons ici. Oui. Et si, par exemple, chez nous au Maroc, on essaie encore d'importer les non-bio d'ici, c'est là où ça cause problème. C'est à nous de juger, de prendre ou de laisser. Ah oui, même le Maroc, il part au supermarché, il achète n'importe quoi, même les choses. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie, monsieur le président. Je suis très content de voir que votre intervention brillante a suscité des questions de l'assistance. En réalité, sans la santé, on ne peut rien faire. C'est une évidence. Donc, si on a la santé, on fera toujours beaucoup de choses. Mais sans la santé, vraiment, on ne peut rien faire. Maintenant, le professeur Ahmed, qui nous vient du Maroc et qui est fondateur de l'association, participe à un Maroc vert et qui est membre du village suisse ONG au Maroc, va prendre la parole pour nous expliquer concrètement ce que lui et son association pensent de la parité hommes et femmes. Le professeur Ahmed Jouiche, nous le connaissons depuis des années. Même quand il était en fonction au Maroc, il venait toujours soutenir le village suisse ONG ici, à Genève. Donc, professeur, merci encore 1000 fois et prenez la parole pour dire ce que vous avez au fond du cœur. Merci infiniment. Merci, monsieur le président. Celle dans les pays en voie de développement pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. Alors, comme vous le savez, depuis sa création, l'ONU a reconnu les droits de la femme. Elle a considéré la protection de ces droits comme un fait essentiel pour garantir la contribution des femmes au développement, à la paix et à la sécurité. Et on a fait l'un de ces objectifs. Alors, dès 1946, le Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, établit la Commission de la condition de la femme, ce qu'on appelle CSIV, principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. En 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies adopta la Convention sur l'élimination de toutes les formules de discrimination à l'égard des femmes, souvent décrite comme la Déclaration internationale des droits des femmes. Il s'agit là du premier traité international des droits des femmes et qui reconnaît les droits reproductifs de la femme. Ainsi, le 2 juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies
a approuvé à l'unanimité la création d'un organe unique ONU Femmes. Comme vous le savez, hein, c'est un rappel, c'est déjà dit par nos collègues là. Chargé d'accélérer le processus pour parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Mais aujourd'hui, les Nations Unies se concentrent sur la réalisation des objectifs de développement durable adoptés par les chefs d'État et gouvernement en septembre 2015. Donc, les femmes ont un rôle essentiel à jouer à la mise en œuvre de tous ces ODD, les objectifs du développement durable, dont beaucoup reconnaissent spécifiquement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à la fois comme un objectif, comme une partie intégrante à la solution. Donc, pour réussir ce programme de développement durable à l'horizon 2030, la Commission de la condition de la femme de l'ONU a appelé les hommes à se mobiliser en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. De son côté, l'ONU a appelé les dirigeants internationaux à faire de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes une priorité nationale dans leurs pays respectifs et à prendre des engagements concrets afin d'assurer une véritable égalité des sexes partout dans le monde en s'attaquant d'urgence aux barrières structurelles telles que l'inégalité en matière de salaire. Reconnaître et alléger la charge du travail domestique non rémunéré assuré par les femmes. Reconnaître les droits des femmes et les filles à gérer elles-mêmes leur santé sexuelle à l'encontre des femmes et des filles et mettre fin aux violences à l'encontre des femmes et des filles et assurer aux femmes une égalité en termes de participation politique et de représentation dans les efforts humanitaires, la résolution des conflits, de la conciliation, de la paix. L'ONU, de sa part, a aussi appelé le secteur privé à agir de manière décisive pour promouvoir l'égalité des sexes dans les conseils d'administration et sur les lieux de travail. Mais malgré ces textes ambitieux qui donnent l'impression d'une réelle évolution de la situation de la femme et de l'engagement sur le chemin de la parité dans plusieurs pays, malgré le rôle important des Nations Unies dans la promotion des droits de la femme, et malgré aussi les efforts fournis par les responsables dans plusieurs pays et leurs engagements à combattre toutes sortes de discriminations à l'égard de quiconque en raison du sexe, pourtant, les données sur le terrain démontrent un inégal accès des femmes à l'activité économique. Alors, les femmes ont tendance à occuper des postes moins qualifiés et sous-rémunérés et ont accès limite aux postes à responsabilité. Celles-ci demeurent à ce jour marginalisées dans les milieux professionnels. Elles sont surreprésentées dans les secteurs informels, sans aucune protection sociale et sans rémunération telle que le travail à domicile, les activités saisonnières, l'artisanat et l'agriculture. Le harcèlement aussi sexuel sur les lieux publics et les lieux de travail reste une question insidieuse.
rarement dénoncés de peur des représailles. Alors, si le principe d'égalité a besoin de lois, leur existence ne suffit pas à y garantir l'effectivité. En dépit des progrès de ces dernières années, plusieurs obstacles se dressent encore devant la considération de la parité homme-femme dans la société en général et au travail en particulier, ou en particulier plutôt. La discrimination subie par la femme en général trouve d'abord son origine dans l'accès inégal à l'éducation. Le taux élevé d'abandon scolaire chez les filles est souvent dû à des choix familiaux, reposant sur des conceptions traditionnelles, telles que les mariages précoces ou la préférence donnée à l'éducation des garçons. Et ça existe hein, dans nos pays africains. Bon, la culture patriarcale nourrit la division sexuelle du travail. La décision unilatérale de l'homme en tant que chef de famille reste prédominante. L'absence de facilité de financement et de crédit, la difficulté de constituer des réseaux commerciaux et le manque de personnel qualifié constituent les principaux obstacles au développement des entreprises féminines. Aussi, la corruption, la bureaucratie, les privilèges rendent l'investissement pour les femmes très coûteux. Ainsi, les rôles sociaux et les valeurs traditionnelles constituent encore des obstacles à l'égalité effective des sexes. L'apprentissage de la culture de l'égalité à l'école est peu ancré. Donc, dans un contexte où la population et dans plusieurs pays africains est encore tiraillée entre la modernité et la tradition, les avancées formelles au profit des femmes sont à renforcer par des mesures visant un changement plus vaste des mentalités. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'est très intéressant que c'est les acteurs de la société civile eux-mêmes qui peuvent faire ce bilan des obstacles qu'ils rencontrent. Parce que parfois c'est bien beau d'être dans un bureau, être chef, donner des instructions, mais si on ne descend pas sur le terrain auprès de la population, le travail reste presque un travail qui ne sera pas accompli. Donc en mettant le doigt sur les obstacles que l'on rencontre sur la mise en œuvre de l'égalité homme-femme, de la parité homme-femme, de l'égalité des genres, vous avez fait, monsieur le professeur Ahmed-Rouge, une avancée spectaculaire pour la société civile et nous ne manquerons pas vraiment d'insister sur ça. Et je veux soulever une question concernant la femme qui est dramatique. Et je parle étant un homme de terrain qui était, pour faciliter la tâche aux autorités marocaines, en tant qu'association, j'avais un lien entre les immigrés subsahariens et l'État marocain pour la régularisation de situation de beaucoup d'immigrés sur place. Mais la question que je vous pose, c'est quand on voit, parce qu'il faut être sur le terrain pour voir, si on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas voir des milliers, je dis bien, je n'ai pas dit des centaines,
mais j'ai dit des milliers d'Africains et qui remontent jusqu'au nord du Maroc où vit le monsieur. Et je voulais lui poser la question, surtout quand je vois des femmes enceintes. Et donc, c'est catastrophique même de voir des femmes enceintes marcher à pied 10 kilomètres pour rejoindre le point nord du Maroc où vous résidez, pour traverser ce couloir de la mort dans des barques et dans des petits bateaux pour rejoindre l'Europe. Donc je voulais savoir, puisque vous représentez cette ONG et vous êtes habitant de cette région, qu'est-ce que vous en pensez de la condition de cette femme enceinte qui, comment dirais-je, qui est affrontée à la mort par rapport à cette traversée. Merci. Merci pour la question. Alors, les femmes là-bas, surtout qui viennent de Sub-Sahara, ils vivent toujours des conditions très difficiles. Nous, les ONG, quand on veut aider ces femmes, par n'importe, soit par les rassembler dans des maisons, dans des foyers, on demande de l'aide à l'État. L'État, il dit, écoutez, le Nord ici, il ne faut pas parler à ces gens comme ça. Donnez quelque chose, mais ne les pas rassembler. C'est la faute de l'État. Et nous ne pouvons rien faire. Quand on touche les immigrés, on les appelle les immigrés parce qu'ils viennent sans papier, sans rien du tout. Alors quand on les touche comme ça, on veut les aider, l'État il dit arrêtez. C'est notre problème, ce n'est pas le problème des ONG. Et je ne sais pas pourquoi. C'est un problème politique, je crois. Et nous ne pouvons pas rentrer dans les problèmes politiques. Et que peut faire l'association, votre ONG, et peut-être je m'adresse à Monsieur le Président, pour affronter ou faire la lumière sur ce fléau, sur cette catastrophe quelque part, inhumaine? Oui, merci, monsieur le journaliste Ali Jalou. Vous savez, nous distinguons les champs d'action. Il y a plusieurs champs d'action au Palais des Nations Unies. Le champ d'action, c'est que les États membres de l'ONU ont le pouvoir de décision. Ils prennent des décisions au niveau de leur pays, au niveau des régions et au niveau international à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité et tout ça. Mais maintenant, les ONG, qu'on appelle les organisations à but non lucratif, ces ONG-là n'ont pas le droit de prendre les décisions. Parce que le jour où on commence à prendre les décisions sur le terrain, on expose la paix civile. Parce qu'il y aura on peut dire deux corps dans une même basse-cour, mais ça ne va jamais aller. Donc l'ONU a étudié ça, il nous a bien donné nos fonctions, qui sont des fonctions d'advocacy. C'est-à-dire nous sommes là pour sensibiliser et rapporter à l'ONU ce qu'on voit sur le terrain, afin que l'ONU puisse expliquer aux chefs d'État, aux responsables politiques, chefs d'État et du gouvernement, ce que la société civile constate sur le terrain et qu'il faut remédier à ça. Et lors de chaque examen périodique, c'est là où les ONG, ils ont le droit de dire du fond du cœur ce qu'ils ont dit à l'ONU dans leurs rapports quadriennaux. Donc, je prends l'exemple, c'est par exemple, les gens souffrent au Maroc, les immigrants qui traversent la frontière pour aller en Italie ou en Espagne, ils meurent. Les ONG marocaines qui sont sur place et aussi les ONG internationales ayant le siège au Maroc, l'accréditation, le PITUS, comme ils s'appellent là-bas, peuvent sensibiliser les Nations Unies sur ce phénomène
que les milliers de citoyens traversent la frontière pour aller mourir voyez, dans le fleuve, dans l'océan. Donc ça, c'est un travail de sensibilisation, mais aucune ONG n'aura jamais la permission d'aller prendre la décision pour dire stopper la migration. On peut dire que c'est pas bon, ça c'est un jugement de valeur, mais comment faire? Est-ce qu'on arrête, on n'arrête pas? Les ONG n'ont pas ce pouvoir. C'est un pouvoir politique et qui ne revient même pas en espèces à une seule nation. Vous voyez, donc c'est la réalité que nous vivons sur le terrain. Mais que l'ONU sache que les gens sont en prison, je ne sais pas, en Afghanistan ou ailleurs, ça intéresse l'ONU. Mais les États membres ne peuvent pas le faire. Hein. Ça, c'est la société civile, les habitants, le citoyen. Tu vas dire que nous constatons, par exemple, qu'à Genève, les femmes n'ont pas de travail. Alors, on va dire que, mais à Berne, est-ce que c'est vrai que les gens n'ont pas de travail, puisque lorsque une ONG écrit pour dire que telle et telle chose se passe dans tel et tel pays, l'ONU en tient compte au Conseil des droits de l'homme qui rassemble beaucoup de monde, surtout les ministres viennent parler aussi, parfois c'est le président, le chef d'État qui viennent eux-mêmes, comme le Togo avait parlé, la présidente du Togo a parlé il y a 2 ans, le président de la Centrafrique était là l'année passée, voire même cette année. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Le président qui est venu de Saint-Domingue, ils ont parlé. Quand ils viennent parler au Conseil des droits de l'homme, les ONG qui viennent souvent là-bas, de leur pays, soulèvent les problèmes. Comme le professeur Ahmed l'a dit, là, qu'ils constatent les obstacles sur le terrain. Et c'est là où il y a vraiment, on peut dire, une confrontation entre comparer ce que les ONG voient sur le terrain, mais qui n'ont pas le droit de prendre les décisions, et ce que les chefs d'État, parfois ils disent qu'ils ne voient pas, alors que quand un bateau va tomber dans l'océan avec les migrants qui parfois meurent dans des conditions insupportables, même s'ils disent qu'ils ne voient pas, le monde entier voit. Hein. C'est un problème politique. La décision, c'est les États membres qui la prennent. Et moi, je me souviens, en 2011, lorsque le président Joseph Daï, ancien président de la Confédération suisse, avait été élu président de l'Assemblée générale des Nations Unies, il est venu dans la salle 24 à l'ONU. Il nous a dit, je vous recommande que les ONG n'ont pas le droit de se mettre à la place des décisionnaires, les États membres de l'ONU ou les chefs de gouvernement pour prendre les décisions. Ce qu'on vous demande, mesdames et messieurs, c'est de nous faire des rapports. C'est des rapports, on les fait, c'est l'advocatie, c'est sensibiliser les gens qu'à tel endroit, il se passe quelque chose de mal. Vous voyez, Amnesty International, il fait ça souvent, mais Amnesty International, comme l'ONG Transparency, il rencontre des problèmes, il rencontre des difficultés. C'est pas donner cadeau que de venir, par exemple, dire à une réunion que tel État fait comme ça, par exemple, pour les groupes de minorités. C'est très difficile, c'est très difficile. Donc l'État, quel que soit le cas, va vous remettre à l'ordre. Et aux Nations Unies, il faut le savoir, une ONG a un statut de consomme. C'est bien. Mais elle ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que les ambassadeurs ont le droit à tout moment de dire que, peut-être Village ONG a critiqué le Maroc. Si l'ambassadeur du Maroc est assis là, il ne va pas laisser passer. Hein. Il a dit que là, je fais la politique. Ce monsieur transgresse ses droits. Il se met des politiques, par exemple, de Sahara occidental. Ça ne nous regarde pas. Et l'ambassadeur, il nous avait remis comme ça, sur place, en disant que le problème de Sahraoui regarde les États. Et l'année passée, il en a parlé à New York. Il a parlé. Donc, nous, on n'a pas le droit, en tant qu'organisation de la société civile, de prendre les décisions à la place des chefs d'État et de gouvernement. Mais nous devons dire à l'ONU qu'à tel endroit, il se passe ici, il se passe là. Nous sommes un peu comme les espions de l'ONU, si vous voulez, entre guillemets. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, M. le Président. Merci. Comment faire pour ne pas être un peu piégé par souvent des propositions qui peuvent être très sages, mais on dit non parce que c'est une histoire politique et les ONG n'ont pas à entrer dans la politique. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un accord sur des places comme Genève, où justement, Village Suisse pourrait faire quelque chose au niveau des ONG et trouver une sorte de charte
de formulation des choses entre toutes les ONG de Genève. C'est-à-dire s'il y a quelque chose où il ne faut pas s'opposer, mais formuler d'une façon plus forte, qu'on puisse savoir comment formuler d'une voix unie de toutes ces ONG, qui est, je ne sais pas moi, un 15% du travail de ces ONG qui soit une sortie de zone de confort de ces propres ONG, c'est-à-dire de formuler, en prenant certains risques, mais un langage qui ne soit pas contrable, où on ne cale pas l'argument, ça c'est de l'économie, ça c'est de la politique, on n'étiquette pas, mais savoir avoir une voix unie pour formuler les problèmes, formuler peut-être une certaine indignation face à une qualité de vie, parce qu'une qualité de vie peut être estimée au niveau politique, une qualité de vie peut être estimée au niveau économique, et tout ça, ça crée des petits tiroirs qui empêchent d'avancer. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, au niveau de Village Suisse, un effort de réunir toutes les ONG de Genève, avoir un langage commun pour certains problèmes, où chaque ONG se donne un pourcentage de temps où elle va sortir de sa zone de confort, mais unie avec les autres ONG pour ne pas dire chaque fois autre chose, pour parler d'un même langage, présenter des actions plus fortes à l'ONU de ce côté-là. Oui, c'est un côté diplomatique, mais un côté très pratique, parce que c'est les gens du terrain qu'on veut protéger. Oui. Voilà, j'ai rêvé. Hein. Merci, pasteur. Le rêve n'est jamais interdit. Merci beaucoup. Ce que je peux dire sans affirmation, parce que nous, on ne fait pas la politique, comme je l'ai dit, mais votre question est très pertinente et en réalité, votre question va dans le sens même de ce qu'on fait là aujourd'hui. Dans le sens de ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'en créant la journée internationale des ONG, en 2015, l'objectif, comme on l'avait donné et comme on l'avait déposé au bureau de son Excellence M. Moller, directeur général des Nations Unies, je l'ai résumé comme ça dans une petite brochure, et était en fait de rassembler tous les ONG sans exclusive, de les rassembler une fois par an à Genève pour parler ensemble d'une même voix sur un thème concernant ce que l'ONU a mis devant comme problématique. Parce qu'on a constaté, nous, à Village ONG, que les ONG parlent de façon dispersée. M. Sankara a dit ça tout à l'heure, il faut qu'on soit solidaire. Parce que pourquoi les responsables du gouvernement ne nous font pas confiance ou disent qu'on parle pour ne rien dire? Donc faites déjà, unissez-vous déjà entre vous et après posez-nous des questions. Mais surtout, ne nous demandez pas de venir décider à notre place. Ce n'est pas votre rôle. Donc nous, on a vraiment pris le chemin simple de faire en sorte qu'une fois par an, on puisse se réunir à Genève dans un contexte qu'on appelle Journée internationale des ONG. C'est un projet qui a été déposé sur le bureau du directeur général du cabinet et que le directeur de l'ONU a dit oui, c'est un projet qui vaut la peine et on l'a célébré le 8 décembre 2015 au Palais des Nations Unies à la salle 14, n'est-ce pas? Et après maintenant, nous avons dit qu'on le fera une fois par an. Bon, maintenant, nous sommes à la 3e édition. Donc, ce que le pasteur a dit, rappelez-moi encore votre prénom. Reto. Le pasteur Reto a dit, c'est tout à fait ce qu'on est en train de faire nous, Village ONG, sensibiliser beaucoup d'ONG à venir parler. À Genève, je l'ai dit ce matin, il y a 200 ONG qui ont le statut écossais, n'est-ce pas? Le statut écossais, 200. Même l'autre jour, le président du Conseil d'État, son Excellence M. Longchamp, disait que ces ONG-là sont répertoriées à la chancellerie de Genève. Voilà. Donc, ces ONG sont là pour travailler ensemble. Mais, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure dans cette salle, les ONG évitent de travailler ensemble et se disent encore, moi je suis une ONG qui a beaucoup de sous, moi je suis une ONG du Sud, moi je suis une... Trop de divisions n'amènent à rien. Donc le problème que vous soulevez est un très très bon problème. On va essayer d'aller dans ce sens et je crois que, comme l'a dit le ministre conseiller de la mission du Gabon,
son Excellence M. Guy III, l'année prochaine, on va essayer de parfaire l'organisation de la Journée internationale des ONG pour que ça sensibilise tout le monde. Mais vous l'avez remarqué, à l'ONU, la première langue, c'est l'anglais. Donc la plupart des gens qui sont venus là aujourd'hui, je peux dire que c'est la contribution des ONG de langue française. Et nous, on a dit Genève quand même un canton francophone. Donc commençons par réunir les gens. Si les anglophones arrivent, ils vont arriver. Mais le peu de nombre qu'on est là, j'ai compté 35 ONG, c'est déjà un effort que les ONG francophones sont arrivés. Mais si on avait fait l'invitation en anglais, comme on l'a fait l'année passée quand j'étais malade, parce que mon frère et ami Rajender, qui est d'origine de Singapour, là-bas la langue nationale c'est l'anglais. Donc il a fait les invitations en anglais. Il y a eu beaucoup de gens, nous avons eu à peu près plus de 60 ONG. Et c'était une autre dimension. Et en plus, on s'est préparé depuis le mois de mai pour organiser ça en décembre, le 5 décembre 2012. Donc, nous allons noter cette bonne idée de voir comment on peut travailler ensemble sur un thème. L'autre jour, franchement, le 10 octobre 2017, j'ai suggéré à son Excellence M. Moller que nous, on va organiser chaque année, à partir de cette année, 2017, une réunion de la Journée internationale des ONG basée sur un thème commun. Et le thème commun aujourd'hui, que vous soyez représentants d'État, de la société civile, du secteur privé, des églises, des milieux académiques, c'est les objectifs du développement durable votés par les Nations Unies, acceptés et fixés dans l'agenda 230. Il y en a 17. En dehors de ces objectifs, d'ici 2030, on ne pourra pas inventer autre chose. Donc nous, chaque année, on va prendre un objectif comme on a pris parité. On va montrer ce que l'ONU sait faire. On va prendre ce que chaque ONG présente, sait faire. On va faire une discussion de synthèse et on va distribuer ces contributions, notamment entre nous, les ONG présentes. On mettra une des contributions au bureau du directeur, éventuellement à New York, pour que ça soit accessible à tout le monde. Et les responsables de missions permanentes qui viendront avec nous auront le rapport. Ici, c'est comme ça. On ne fait pas des choses en cachette, mais quand on prend une décision, il faut aller de l'avant. Vous avez donc la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à toute l'assistance, parce que c'est pas évident. Nous avions des choses à faire. Et puis, il y a des personnes qui sont là depuis le matin. Je les remercie pour ce soutien. En tant que chargé de programme, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, je regarde tous les travaux qu'on a effectués aujourd'hui avec 4 yeux. Et je vais vous dire les 4 yeux, parce que c'est ça qui me permet, cette expérience-là qui me permet de pouvoir mettre les choses ensemble. Le premier œil que je vous présente, c'est que j'ai travaillé dans le secteur public en tant que cadre dans mon pays. Et ça, au jour d'aujourd'hui, l'ONU parle du secteur public. Le deuxième œil, c'est le secteur privé, parce que j'ai travaillé dans une société privée, une grande société privée, qui est d'ailleurs la société sucrière. C'est mon deuxième œil. Et ça fait partie du secteur privé. Le troisième œil, c'est que j'ai travaillé comme coordinatrice d'une fondation, d'une ONG, je peux le dire, internationale, mais avec des fonds. C'est-à-dire que j'avais un budget et moi, je pouvais juste travailler avec ce budget. C'est le troisième œil. Et le quatrième œil, c'est que je travaille avec Village Suisse ONG et plus je suis fondatrice également du réseau africain pour un monde équitable. Et je venais de faire récemment un forum. Plusieurs d'entre vous ont été là, le forum des femmes, sans financement. Ça me fait une ONG sans finance. Ça, c'est le quatrième œil. Les 4 positions-là font de moi de pouvoir être vraiment plus proche
de certaines vérités, en plus sans compter le fait que je me suis débattue pour avoir la bonne information, parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose sans avoir la bonne information, à travers les conférences que j'ai faites, les déplacements que j'ai faits, comme l'UNTAC qu'on a fait à New York, au Kenya, et puis à Nairobi, voilà, et puis UN Women que j'ai fait l'année dernière. Tout ça me permet vraiment d'être à une bonne, pas une très bonne position, parce qu'on n'a pas la totalité de la vérité, mais j'ai une vérité que je peux ajouter avec, et bien comprendre tous les autres points de vue. Alors, par rapport à ces 4 yeux-là, nous avions fait des travaux qui sont de haut niveau. Je peux l'assurer que quand j'ai eu le programme, j'ai adressé les félicitations à mon frère Nougat pour la thématique et pour le choix des intervenants et tout ce qui devait se passer. Et puis, ajouter à la dimension spirituelle, qui, avec tout ce qu'on a eu comme la musique, qui nous a mis dans un esprit de pouvoir absorber et de digérer ce que nous avions entendu. Cela me permet de donner de vous donner ce point de vue. Nous avions parlé des femmes qui ne sont pas éduquées, des femmes qui n'ont pas de l'argent, des femmes qui subissent toutes les inégalités, tout ça. Oui, nous avions ça. Et on est monté à un étage supérieur où on a essayé de donner des approches, comment on peut résoudre ce problème sur le terrain. Je reviens en arrière pour vous dire que si on part du fait que chaque personne de nous, par rapport à Pierre Bourdieu, du 19e siècle, qui nous parlait des 4 capitaux qu'une personne a, à savoir le capital économique, c'est-à-dire les finances, le capital culturel, ton éducation, le capital social, c'est-à-dire le relationnel, comme nous sommes là, ça c'est notre capital social, le capital symbolique, qui est la reconnaissance sociale de ce que nous faisons. Je peux vous assurer que nous ne pouvons, si on fait une évaluation, le seul capital que soit les hommes, soit les femmes de nos jours ont, c'est quand même le capital relationnel. Le capital culturel est très très diversifié selon là où on se trouve. Le capital économique, alors pour les femmes, c'est 1-0, presque. Alors, le capital symbolique que la société nous donne. Et c'est ça qui commence vraiment. Parce que ce capital symbolique, je peux être un docteur, comme notre frère docteur est là, comme notre représentant diplomatique qui est là, M. Guy. Je vous assure, si la société ne t'accorde pas cette valeur, tu n'as rien. Et ça, c'est ce que l'on doit faire, un changement de mentalité par rapport à ces capitaux-là. Et le capital finance est en train d'être résolu parce qu'en introduisant le secteur privé, on est plus proche de la réalité parce que le public n'a plus d'argent. Donc il faut voir avec les sociétés privées et surtout dans la salle, le monde est en train de changer. Vous savez que c'est l'Afrique qui est l'avenir de demain. Les grandes sociétés de tous les pays, beaucoup se retrouvent en Afrique. Et comment on peut faire pour qu'il y ait une équité entre ce qu'on prend et ce qu'on redonne. Ça veut dire que quoi, ça fait un rapprochement entre les ONG, la société civile et le secteur privé, qui au jour d'aujourd'hui, c'est l'élément qu'on peut utiliser. Et comme on parle d'advocacy, c'est ce que nous, l'ONG, nous devons tout faire. Et c'est ça la base du forum que j'avais fait. Comment faire pour que les femmes aient de l'argent? Et on est sur ce chemin-là. Et je pense que, en réalité, beaucoup de choses vont dans ce sens, parce que la sensibilisation, le président de Macron a parlé lorsqu'il était avec son voyage en Afrique. Il a dit, bon, le gouvernement, on donne de l'argent, c'est bien beau, mais le résultat ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la relation privée-publique et qui les ONG sont à l'écart. Il faut redonner un peu la donne privé-ONG. Là, c'est très bien. Et comme c'est en marche, la seule chose, c'est pouvoir vraiment travailler dans ce sens-là, tirer encore la corde de ce côté-là un peu plus encore. Et si on me demandait ma position à moi par rapport à tout ce qu'on a fait, je vous dirais que parmi ces capitaux, il y a un capital qui nous manque. Moi, j'ajouterais le capital spirituel.
Ce capital spirituel, c'est la capacité de reconnaître en soi la force que nous avons. Si je crois à quelque chose, je vais le faire. Quelles que soient les situations, quel que soit ce qu'on a, si je crois à ce que je vais faire ceci, et je le fais. Or, cette capacité spirituelle-là est un peu abandonnée parce que non seulement beaucoup de gens ne croient pas à cette dimension, qui est d'ailleurs une des grandes dimensions, parce que je peux vous assurer que toute vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et les psychologues, tous ceux qui ont la psychologie, ceux qui ont travaillé dessus, peuvent donc le confirmer. Donc c'est pour dire qu'en final, il nous faut savoir ce que nous sommes aussi, et savoir l'estime de soi, la confiance en soi. Ajouter à cela, à toute la lutte qu'on est en train de faire, je pense qu'on est sur une bonne voie de réussite. Croyons en ce que nous faisons, croyons en nous-mêmes et continuons le travail sans nous baisser les bras. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, bonjour, Messieurs. Nous tous, ONG, nous devons s'unir. Nous pouvons ensemble trouver l'énergie, la force d'aller de l'avant. Oui, la dimension spirituelle amène une part qui est très grande, qui est immense. Oui, j'ai eu un parcours en qualité de présentatrice télévisée, animatrice radio, et puis, oui, journaliste. J'ai monté cette ONG qui s'appelle Toi pour tous. Aujourd'hui, je suis la directrice exécutive de cette ONG. J'ai été confrontée dans ma vie à une situation de difficulté. Je me suis retrouvée à un moment en situation dans un couple de violence où j'ai dû partir du jour au lendemain de chez moi. Ici, aujourd'hui, la thématique, c'est la parité homme-femme. Et effectivement, je n'avais pas les moyens financiers de partir de chez moi et je ne pouvais pas accéder au logement. Nous sommes en Suisse, un des pays les plus riches au monde, et on est face à une réalité, tout le monde n'accède pas au logement, pourtant dans un des pays les plus riches au monde, qui affiche 660 milliards de dollars. Eh bien oui, aussi en Suisse, il y a la pauvreté. Et la pauvreté touche tout le monde, autant les Suisses que des résidents, que des étrangers, que des migrants. Alors on essaie souvent de me poser des questions qui peuvent me mettre mal à l'aise, des journalistes qui m'interviewent à l'antenne et qui me disent « Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la cause des migrants ?» pour me mettre en difficulté et pour que finalement notre ONG qui aide au départ des Suisses et des résidents, même s'il n'y a aucune, bien sûr, différenciation, puisque chaque être humain, ce sont justement des frères, des sœurs, et ça je le vois vraiment comme ça, eh bien je dis « Écoutez, est-ce qu'en Suisse, on peut porter la responsabilité que effectivement des Suisses, mais aussi finalement des étrangers, des migrants, qu'ils soient réfugiés politiques ou peut-être sans papier et effectivement, comment dire, migrants illégaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Où est la frontière? Et finalement, ces gens-là vont dormir dehors parce qu'ils sont migrants illégaux. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas porter sur la conscience que peut-être à Lausanne, là c'est ce qui s'est passé, 150 personnes décèdent gelées dans le froid en Suisse parce que tout simplement ils n'ont pas accès à une solution d'urgence de logement. Monsieur est venu me trouver, que je ne connaissais pas, monsieur, votre prénom? Benani. Monsieur Benani, donc est marocain. Il m'a contacté et m'a dit, écoutez, il m'a supplié. Il m'a dit, ce soir, voilà, les abris d'urgence seront fermés pour moi, parce que je n'ai droit qu'à 10 jours d'affilée. Donc veuillez m'aider, veuillez m'aider. Alors que nous-mêmes, depuis 1 an et demi, notre cœur d'action, c'est vraiment d'aménager des logements volets d'urgence, de convaincre des politiques, d'essayer d'avancer pour trouver des solutions d'urgence. Parce que oui, à Genève, il y a 850 personnes, toutes horizons confondus, hein, en termes de nationalité, 850 personnes qui dorment dehors. Par ces températures, bien sûr, on peut mourir. On parle de décès de gens, peut-être en France, en Allemagne, mais en Suisse, on ne parle jamais des démunis qui sont morts dans le froid. Pourtant, c'est aussi une réalité. Donc, je veux vous dire par là que nous sommes une jeune ONG, nous n'avons pas énormément de fonds. Par contre, oui, j'ai cette expérience média, et pour faire changer la société, pour faire évoluer les consciences, pour permettre des actions concrètes, bien sûr, unissons-nous, et mettons en lumière dans les médias ces situations, ces réalités sociales.
sans rentrer bien sûr dans des polémiques politiques, etc. etc. Aujourd'hui, grâce à notre conviction, notre force, nos actions, une société en France nous propose, et donc vous propose, puisque nous partageons, hein, nous sommes dans cette énergie de partage, eh bien il y a une société en France, à Nantes, qui nous propose des camions relais d'urgence pour accueillir toute personne sans abri qui se retrouverait à la rue. Nous pourrions accueillir, ce camion nous a été donné, ça nous a été donné gratuitement, nous n'avons pas les moyens de payer ce camion. C'est un camion qui permet 12 couchages, donc on pourrait peut-être essayer de voir pour avoir d'autres camions, 12 couchages avec douche, avec une remorque qui puisse accueillir les chiens. Bien souvent, les personnes démunies ont des chiens pour se défendre tout simplement des agressions. Une femme peut se faire violer, un homme peut se faire violer. Donc souvent, ils ont des animaux. Et dans les hôtels, on ne les accueille pas avec leurs animaux. Donc ces gens préfèrent rester à dormir sous des ponts. Donc là, l'idée, peut-être vous tous dans cette salle, vous m'entendez, peut-être vous avez une action auprès des pouvoirs publics, auprès peut-être des autorités, soit lausannoises, des autorités genevoises. Tout simplement, nous on dispose de ces camions, on pourrait les avoir gratuitement, j'ai déjà négocié la gratuité puisque nous-mêmes nous ne pouvions pas payer ces camions. Donc il nous faut l'emplacement, tout simplement l'autorisation de l'emplacement de ce type d'habitat mobile qui est provisoire puisque c'est que le temps de l'hiver, et puis le raccordement à l'eau et l'électricité. Donc il y a eu au journal télévisé là cette semaine, d'ailleurs on a été nommé, l'ONG pour tous a été nommé au 19h30 au journal télé, cette semaine c'était mercredi. Eh bien, il a bien été dit qu'il s'agit d'une urgence humanitaire. 850 personnes, toutes nationalités confondues, sont dehors actuellement à Genève, peuvent mourir de froid. Donc, tout de suite, le lendemain, nous avons contacté la ville de Genève, M. Pagani, qui est le maire. Nous avons contacté la cohésion sociale et département de la solidarité, Mme Esther Alder. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse. Donc, à un moment, ce sont les ONG, c'est nous tous qui pouvons agir. Nous avons aussi ce pouvoir. La spiritualité, on a ce pouvoir d'agir, agissons, c'est notre responsabilité individuelle et collective à tous d'agir. Comment se fait-il que monsieur ce soir va dormir dehors? Ce n'est pas possible, on ne peut pas l'envisager. Parce que tout simplement, il n'a pas les bons papiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà, c'est très compliqué. On sait que c'est une question qui est sensible. Aujourd'hui, l'ONG Toi pour tous peut avoir des camions pour accueillir des personnes. Donc veuillez nous aider. Si vous avez des possibilités pour cet emplacement, pour ces raccordements d'eau et d'électricité. On peut trouver des solutions pour nos sœurs, pour nos frères. Je suis partie de chez moi, je ne savais pas où aller, j'avais un enfant, je vivais la violence. Oui, j'aurais aimé un abri d'urgence pour pouvoir être accueillie. On le sait, les centres d'abri d'urgence aujourd'hui sont saturés, monsieur va dormir ce soir peut-être dehors. Oui, les centres d'abri pour femmes battues sont saturés, les centres d'incarcération sont saturés. Nous devons ensemble trouver des solutions. Peut-être la thématique de l'année prochaine pourrait être la mise en lumière sur le sans-abrisme, parce qu'à travers le monde aujourd'hui, à travers ces migrations, etc., il y a 1 milliard de sans-abri à travers le monde. Donc moi-même, je m'engage à quoi vis-à-vis de votre journée internationale? Je m'engage, si je suis informée suffisamment tôt, à pouvoir mettre en lumière dans les médias, tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Je mettrai, avec vous, je mettrai la thématique de cette journée internationale en lumière à travers les médias. J'ai mon réseau média, donc je pourrais vous offrir mon réseau média. Voilà. D'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, M. Mouga, de m'avoir reçu ici. Pour moi, c'est un grand honneur, je suis très touchée. Et bien que je ne fasse pas partie d'une ONG, je veux quand même dire quelque chose. Et je propose de faire un petit voyage dans le temps et de retourner il y a 6 000 ans en arrière. Parce que j'aimerais vous parler d'une société matriarcale en Finlande. Qui date de 3 000 à 4 000 ans avant l'ère chrétienne, une piste de réflexion. Et cette société s'appelle Kalevala. Donc, même s'il s'agit de prééminence du féminin sur le masculin, il est essentiel de saisir qu'il ne s'agit en aucun cas de rapport de force ou de prise de pouvoir d'un sexe sur l'autre. Dans cette société matriarcale, on ne force aucune femme à se marier ou à avoir des enfants. D'ailleurs, elle dispose d'elle-même.
et elle n'est pas soumise à des exigences sociales. Il n'y a pas de transmission. Et lorsqu'elle se marie, on ne parle pas forcément des enfants. C'est assez étonnant. L'homme suit le mouvement. Bien sûr, il a un rôle essentiel à jouer, dont je vous parlerai après. Voilà ce que je voulais vous dire, qui m'a semblé important, c'est que la femme, pour différencier les sexes à la base, c'est que la femme a inventé le calendrier. Il y a un calendrier en elle qui lui sert de repère. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, quand il n'y a plus de repère, justement, en temps de sécheresse, en temps d'inondation, de famine, la femme a un calendrier. Et c'est là son message d'espoir. Donc, elle va savoir qu'est-ce qui va se passer. Il va se passer ceci, il va se passer cela. Donc, on les appelle les filles de la lune, parce qu'elles anticipent. Donc, c'est elle qui donne l'espoir. On n'est plus dans le noir. Elle comprend mieux les plantes, les cycles. Donc, elle a un accès à l'environnement naturel. Elle décèle des transformations en elle et dans la nature, parmi les animaux et les plantes. Elle est sensible aux mini-changements annonciateurs. Elle n'est pas figée dans un cadre immuable. Elle a découvert les saisons, les secrets des plantes. Elle anticipe beaucoup de choses, comme je l'ai dit, en consonance avec la nature. Mais surtout, elle permet la survie du groupe et elle sait que cela peut s'améliorer. La femme a un cycle, l'homme pas. Elle a l'espoir en un meilleur avenir. Donc la mère anticipe les changements, les modifications, les améliorations. L'homme n'est pas très doué pour ça, mais pour d'autres choses. Il n'est pas très doué pour ça. C'est pas son truc. Les prémices de l'agriculture viennent d'elle. Donc elle assure la survie de l'homme, des enfants, du garde-manger, la prospérité, ne pas dilapider la nourriture. Elle gère les vivres disponibles. Elle anticipe et utilise un pouvoir qui vient de l'intérieur d'elle-même. Les hommes, ils amassent des richesses colossales, des récoltes, et défendent des biens amassés face à d'autres gens, au pillage. Les enfants ont mis des groupes de soldats pour protéger leur communauté. Donc la force physique prend de l'importance. On demande aux jeunes de devenir des gardiens. Donc par la force physique de l'homme, la communauté se maintient face au pillard. C'est peut-être ça qui a donné l'idée à l'homme qu'il était supérieur à la femme. C'est une des idées. Voilà. Et je voulais juste dire encore une chose, que la société cannibalienne se caractérise par son manque de hiérarchie sociale. Il y a le respect de l'autre. Ils ne font que rarement la guerre parce que les femmes veulent la paix par-dessus tout. Jamais l'effort ne donne d'ordre aux faibles. C'est quelque chose d'unique au monde. Donc le Kalevala nous dit qu'il faut cultiver son champ, exactement comme Voltaire. Le travail n'est pas considéré. Et donc je vais juste finir avec une petite note d'espoir. Voilà. Merci. Merci de prendre la parole au cours d'un forum après le président. Mais, que cela ne tienne, la journée d'aujourd'hui a été constructive dans un sens, mais de l'autre côté, il nous manque encore quelque chose à compléter. La parité est divine. Donc c'est que la nature nous montre d'ailleurs, 2 bras, 2 yeux, et ainsi de suite.
Donc on ne peut pas atteindre un objectif quand on n'a pas les deux mains, on ne peut pas se laver. Quand on n'a pas une femme à la maison, il y a toujours ce déséquilibre qui a été d'ailleurs mentionné par certains intervenants. Ce qui m'a beaucoup de plus frappé, c'est l'intervention de madame, je m'excuse, Kim, voilà, et qui avait un pan dans les associations et que nous ne les exploitons pas assez. Bon, mais là, je ne parle pas en tant que diplomate, mais plutôt en tant qu'acteur de village suisse. Il faudrait qu'on essaye de faire une grande synergie entre les ONG. Ça ne se ressent pas encore. Pourtant, nous sommes à la troisième journée internationale des ONG. Et c'est une grande initiative si telle est que les Nations Unies ont accepté que cette journée soit annuelle dans son agenda. Et je crois qu'il faut prendre vraiment la mesure de ce que nous faisons exactement. Les ONG ont cette capacité de donner l'alerte. Donc ce sont des donneurs d'alerte des ONG. Et en plus de cela, cette alerte est accompagnée des propositions que j'espère concrètes. Et ces propositions doivent être des recommandations. Ces recommandations doivent être sinon écrites et publiées dans des journaux créés à cet effet. Monsieur le Président, le succès d'une famille vient par le nombre de membres de la famille. Ne vous lassez pas, essayez de sensibiliser encore vos collègues que cette journée, c'est une journée internationale des ONG, à l'initiative de Village Suisse ONG. Ce n'est pas une journée de Village Suisse, c'est une journée des ONG. Et les ONG doivent comprendre cela. Et les ONG doivent aussi amener des contributions. Cette contribution-là, ça peut être dans l'organisation, parce que on ne peut pas organiser, on ne peut pas être, c'est pyramidal, disons, on ne peut pas être au sommet, tout le monde ne peut pas être au sommet, mais il y a quand même une ONG qui chapeaute, et les autres, c'est des soupapes, c'est la base même de la pyramide pour pouvoir soutenir ce sommet-là. Sans ce sommet, il ne peut pas y avoir de base. Donc les ONG doivent contribuer et matériellement, et aussi, comme l'a dit Kim, envoyer des thématiques pour le prochain forum. Et ça, c'est très important, pour que nous soyons reconnus, pour qu'il y ait une certaine force. Vous voyez même, je dirais encore dans la nature, ça se démontre aussi, prenez un peu la musique. Une seule note ne peut pas faire danser tout le monde. Mais quand vous amenez la somme des notes, voyez-vous que chacun reconnaîtra un son qui l'amène dans les plans intérieurs. Il dit, ben voilà. Mais c'est la somme de toute la musique qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de danseurs. Le président a tout dit, le comité directeur ou organisateur également vous remercie d'être avec nous, de passer toute la journée à ce forum pour essayer de débattre des différents problèmes. Et ce n'est pas fini. Il y a plusieurs thématiques. Nous voulons faire la prochaine fois des panels. Alors des panels qui se focaliseront sur des thématiques bien définies. Et ces thématiques seront animées par des experts de ces ONG-là, et faire une synthèse au cours de laquelle on pourra, une équipe des stratèges, ou disons du
du secrétariat se mettra quelque part pour nous amener ensemble à concocter ce qu'on appellera une synthèse. Et cette synthèse sera lue ici, où tout le monde se reconnaîtra, où tout le monde verra qu'il y a eu une contribution qui a été donnée et qui se retrouve là-dedans, dans la synthèse, et celle-ci sera publiée soit dans un journal ou comme Kim est là et qui prendra la responsabilité de ventiler cette information-là pour que les autorités sachent. Encore une fois, les ONG sont exactement des donneurs d'alerte accompagnés des propositions concrètes pour les États et pour la population tout entière. Je vous remercie. Merci, Excellence et chers frères Guy. Donc, il est 5h30 heure suisse, Tangning Geneva, et nous allons clore, comme prévu, notre journée internationale des ONG. Et encore, mille merci à vous tous et à vous tous. Ceux qui ont fait les interventions, je vous serais gré de nous laisser votre intervention ou de l'envoyer après par email pour que nous puissions l'intégrer, comme M. le ministre a dit, directement dans le rapport. Donc, comme promis, tout ce qu'on a fait là aujourd'hui, il n'y a pas de cache-cache en Suisse. On va le mettre dans une synthèse comme ça. Déjà, la concept note, après le programme qui est là, et vos contributions seront là. Et après qu'on a eu ça, moi, honnêtement, je l'enverrai au cabinet du directeur service des ONG. Voilà. Donc, ce qui veut dire que chacun prendra connaissance de ça et chacun de vous aura donc un exemplaire. Chacun de vous aura un exemplaire, chacun de vous qui était présent ici. Je vous remercie. Bonne route et bon retour à vous tous et à vous tous. La séance est close. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Et je vous laisse vous présenter et présenter votre association, votre ONG. D'accord. Je suis Nancy Toubou, je suis responsable juridique de l'association Initiative 243. Nous sommes localisés à Paris et nous sommes également présents en République démocratique du Congo. Et notre vision, c'est fédérer plusieurs compétences pour développer des projets dans le but de développer la République démocratique du Congo. Et on agit activement en fait au niveau de l'éducation. Et ce qui rentre complètement dans le thème que nous avons abordé aujourd'hui sur la parité homme-femme. Donc nous montons un centre culturel à Kinshasa où c'est un lieu de savoir, de connaissance avec de l'instruction accessible pour les filles et les garçons, les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et à côté, nous scolarisons des enfants en situation difficile et on leur permet d'avoir accès à l'éducation parce que nous sommes convaincus que l'éducation est le fondement et la base même en fait de l'autonomisation de la femme et du développement d'un pays. Voilà. Je vous laisse vous présenter, vous et votre ONG. Oui, et c'est M. Amouzou, Christian. Je suis le président de l'association Juste un sourire Togo. Et nous sommes une jeune association qui intervient dans le domaine de l'éducation, la santé et l'environnement. Et cette année, nous avons déjà commencé un projet dans un village nommé Kwedji, où nous allons essayer de construire un centre pour les jeunes filles qui ne sont plus en mesure de pouvoir fréquenter. Donc elles vont apprendre les métiers où il y aura la couture, et là-bas, ou soit les coiffures. Donc elles vont assister là-bas, l'association va les prendre en charge avec les partenaires pour pouvoir les aider à intégrer la société. Donc aujourd'hui c'est une très joie pour moi de participer à cette 3e journée qui était la parité entre les hommes et les femmes, les sexes. Donc on nous a fait comprendre aujourd'hui qu'on parle de parité, en fait ce n'est pas l'égalité des sexes. Donc je suis très content et j'espère que l'année prochaine, à la 4e édition, on sera encore plus nombreux, on va encore débattre encore des objectifs des ODD pour 2030. Merci.
Bonsoir. Je vais vous laisser vous présenter et nous dire au nom de quelle ONG, quelle association vous êtes présent ici à Genève. Merci beaucoup au Canal Suisse. Je suis M. Théodore Kinkouti. Je suis secrétaire général adjoint de la pastorale congolaise européenne. C'est une plateforme internationale des pasteurs d'origine congolaise de la RDC, de tous les pays en Europe. Nous avons des représentations en Suisse. Il y a une pastorale congolaise de Suisse, en Belgique, en Hollande, en France, en Angleterre également et en Allemagne. Donc, toutes ces corporations forment ce que nous appelons la pastorale congolaise européenne. C'est dans ce cadre que nous avons été conviés à la 3e journée internationale des ONG qui a eu lieu ici à Genève ce 15 décembre 2017. Et nous avions également porté une intervention au nom de la pastorale congolaise européenne sur la thématique du jour, qui est celle de la parité hommes et femmes. C'est une question qui n'est pas nouveau au milieu de la pastorale, nouvelle plutôt au niveau de la pastorale, étant donné que même au plan biblique, certaines questions se sont posées également, que Paul a dit que la femme n'a pas le droit de prêcher, de prendre la parole dans l'assemblée où il y a des hommes. C'est une question qui devient des fois doctrinale au niveau de l'Église, mais les experts dans le domaine biblique savent interpréter les circonstances dans lesquelles Paul l'a dit ainsi. Mais d'une manière générale, pour ce qui concerne la société actuelle, qui se mouve comme en Afrique, comme en Europe et partout ailleurs, et surtout aussi en République démocratique du Congo, qui est le pays d'origine de cette plateforme dont je vous parle, que je venais représenter ici, je crois que la question de la parité hommes et femmes est très très importante. Parce que j'étais enseignant, et entre mes élèves, filles et garçons, les filles étaient excellentes à l'école. Mais malheureusement, dans le cercle de prise de décision, il n'y a pas de femmes. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas... Si, il y a des femmes qui ont étudié. Et je me dis aujourd'hui également au Congo, les constats que j'ai faits, que la plupart des filles ont mieux étudié aussi que les garçons. Ils sont très très nombreux qui ont bien étudié, malgré que leur nombre est encore insignifiant dans les institutions du pays. Alors, j'interviens ici pour dire ceci, que la question de la parité sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel est très très importante en Afrique et en RDC en particulier. Et je crois que face à la situation que traverse la République démocratique du Congo actuellement, la question de la femme est très importante parce que, je dis ceci, lorsqu'une femme est promise, c'est toute une société qui est promise. Lorsqu'une mère est promise, cela incite de la vocation aux enfants. Or, nous disons, la jeunesse est l'avenir de demain d'une nation. Donc, il est très important que la femme soit promise. C'est pourquoi, moi, je crois, en ce qui concerne la loi électorale, là, je parle en tant qu'acteur politique en ce moment ici, en ce qui concerne la loi électorale en RDC, qui est en pleine modification à leur manière, qui ne doit pas avoir lieu, je crois qu'il faut de vraies modifications de la loi qui doivent apporter des solutions pour la question de la parité hommes et femmes, et non de tailler des lois en faveur des hommes qui sont au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, avec cette loi de seuil électoral, elle va défavoriser les femmes congolaises à accéder aux élections parce qu'elles n'ont pas d'abord les moyens de $1000 à payer chacune. Et deuxièmement, compte tenu de ces seuils électoraux, elles ne vont pas atteindre le nombre de pourcentages pour être candidates aux élections législatives et ainsi de suite. C'est pourquoi nous disons c'est une fausse loi qui est en train de tailler sur mesure. Nous encourageons la politique de parité. Moi, je dis ceci. Pour moi, la parité en RDC doit être une parité binôme. Si l'Afrique est sous-développée, si le Congo est sous-développé, l'une des raisons, c'est parce que la promotion de la femme n'a pas été faite. Et je dis, s'il s'agit de moi personnellement, je crois que lorsqu'un chef de l'État est un homme qui est président de la République, je souhaiterais qu'une femme soit Premier ministre. Et si le ministre titulaire est une femme, le second, ce serait un homme. C'est cette parité binôme que je pense. Et en ce qui concerne les élections, moi je préconise que dans une circonscription électorale, pour faire avancer la question de la femme, que le comptage de voix ne soit pas pris en compte parce que tel a atteint tel nombre de pourcentages, mais je crois en termes de sexe. Je souhaiterais qu'on prenne le premier et le deuxième des hommes dans une circonscription électorale, malgré le point qu'ils ont obtenu, et prendre la première et la deuxième des femmes. Même si la première des femmes a eu 4 sur 10, et la deuxième a eu 3 sur 10, et que les hommes ont eu par exemple 8, 5, 6, je souhaitais qu'on prenne d'abord, qu'on tienne compte de la parité binôme. Cela va faire avancer le nombre de femmes
dans le cercle de prise de décision, dans le cercle parlementaire, et ça va faire avancer la question de la femme, pas seulement de la femme, mais de la société, parce que les jeunes, les enfants qui vivent avec leur mère, qui passent le temps avec les mamans, auront le temps d'avoir de l'ambition comme leur maman et pour avancer demain. Voilà un peu, cette question, ça me préoccupe. Je travaille là-dessus, personnellement. Ça fait des années. Moi, je crois à cette parité. Je ne veux pas que ce soit un discours belliqueux. Je ne veux pas que ce soit un discours de guerre. Je veux que ce soit un discours de conscience. Que les hommes, les femmes, tous ensemble, nous puissions travailler. Hein, que nous puissions comprendre cette égalité humaine que Dieu a pu lui-même seul. Parce qu'il dit, l'homme et la femme feront un. Et d'ailleurs, il n'y a aucune différence humanitaire. C'est peut-être sur le plan des organes génitaux. Donc, moi, je crois à cette parité, hommes et femmes, et il y a lieu que nous puissions faire avancer cette question. On y travaillera, on va veiller. J'ai dit, Canal Suisse, il faut être un de médias qui va de plus en plus faire la promotion de la femme. Dans l'église, dans la société, dans les fonctions étatiques, dans toutes les structures possibles, il faudra faire la promotion de la femme et cela fera avancer la société. Merci. Color.